Marcel Proust. Bichou, à la fin de sa matinale radiophonique, avait été interpellé par un sociologue spécialiste dans les nouvelles solitudes et des flux migratoires. Comment créer des ponts et des liaisons fraternelles durables capables de faire naître une proximité, une entente entre les populations locales et les migrants en train de débarquer, différents des populations autochtones avec lesquelles ils ne partagent rien, ni histoire familiale, ni mémoire commune, ni appartenance à une même tribu, fin de guillemets. Le sociologue répondait à rime. Une auditrice qui refusait de voir sa commune accueillir les migrants venus de loin à cause du dérèglement climatique ou Dieu sait quoi. Le sociologue tentait de légitimer les craintes de rime, mais il voulait dire que le contact pouvait être possible entre les autochtones et les migrants anonyme, 54, Miller. Elle tempéra ceci en ajoutant qu'il existait sans aucun doute des cas d'amour purement platoniques. Crazy Cock, Henry Miller. J'étais en train de lire le 3e chapitre de mon livre de chevet. Il était environ 22 heures. Le calme de la nuit avait gagné son droit paisible de citer sur moi notre basse-cour et la nature environnante. Je lisais et puis me voilà inquiet. Vite, je me levai, ouvris la porte de ma chambre, puis je descendis vers le rez-de-chaussée, non sans jeter un coup d'œil à l'extérieur de notre maison. Résultat de cette inspection, ni un chat, ni un hibou, ni une chouette, ni un chacal, ni un crapaud à la recherche de quelques points d'eau. Ma lecture m'avait rendu paranoïaque. Lisons, plutôt relisons, guillemets. Quelqu'un va et vient dans la chambre voisine. Il tousse et traîne les pieds. Il laisse couler le robinet, il déplace des meubles, puis ouvre des tiroirs. Le voilà encore en train de se racler la gorge. Fin de guillemets. 55. Fitzgerald. Les incertitudes de 1920 étaient noyées sous un rugissement doré qui jamais ne cessait, et nombre de nos amis était devenu riche. Ma ville perdue, Francis Scott Fitzgerald. Le hasard fait bien les choses, dit-on. Ce matin, comme mes cours débutaient à 11 heures, je m'étais donné une grasse matinée. Je ne quittais la maison qu'à 9 heures. Je m'étais attardé sur la place Saint-Abraham dans l'espoir de croiser Lounis. Au square de la Chouette Bleue, j'avais croisé le facteur. Il distribuait du courrier et des mandats. Il m'avait remis 3 timbres non alignés. À moi de leur trouver le continent pertinent. 56. Borges. Je pense que nous devrions mettre l'accent sur ce que nos 2 langues ont de comparable. Le livre des préfaces. Jorge Luis Borges. Ce fut une bonne recette au cacao. Cette fois-ci, au cours d'éducation civique, le surveillant général fit appel à la boulangère de Somme-Ruisseau. Toute la ville raffolait de ses pains variés et de ses pâtisseries. Justement, elle venait pour nous exposer sa recette de gâteau à base de cacao et de figues sèches kabyles. Sur l'estrade aménagée, assise sur une chaise devant 2 bocaux, elle s'était levée pour, les mains tremblantes, saupoudrer de sucre glace et de cacao le gâteau,
Puis elle y avait jeté 2 tablettes de chocolat qui, dociles, avaient fondu sans chercher noise pour noisette. Tout ça se déroulait sous nos yeux, devant la cuisine boulangère improvisée en la circonstance. Un joli mini-réchaud électrique faisait office de cuisinière de rechange. La boulangère Djouza, fière de son art culinaire, excita nos babilles. Guillemets. Dans une demi-heure, je reviendrai avec un gâteau splendide. Allons, mettons notre bébé à base de cacao au four. Je vais courir dans la cuisine de Sa Majesté Salade et Saveurs, fin de guillemets. 57 Flaubert. Elle avait une robe de velours et dans les cheveux une longue bourse algérienne en filet de soie rouge qui, s'entortillant à son peigne, lui tombait sur l'épaule gauche. L'éducation sentimentale Flaubert. Le sosie de Lounis, place Saint-Abraham, me dit, guillemets, merci de créer une poésie basée sur les mots de ce brouillon, fin de guillemets. Cette liste biaisée du poète, une fois moulinée par Bibi, aboutit à ce haïku à lire en cachette. Copie isomorphe, mathématique exactitude, indispensable part du labeur, lié au noble scribe, recopie mécanique masturbée, fidélité au texte initial imbibé de fumée et de salive à vapeur. 58. Gombrowicz. Ces corps horribles, dans leur furieuse provocation, font hurler la plage. Mon Dieu, accordez-moi de vomir la forme humaine. Journal, tome 1, Witold Gombrowicz. Ce matin, je m'étais réveillé en catastrophe, je fus projeté par terre, je pensais avoir rêvé, il était environ 3 heures du matin, peut-être avais-je été, oui, victime d'un cauchemar. À 6 heures, quand le radio-réveil joua l'hymne national, annonçant l'ouverture de la matinale de Bichou, j'étais ravi de me lever, ayant complètement oublié ma chute hors du lit à 3 heures du matin. Le pire, c'est que je ne me souvenais pas avoir subi un tel cauchemar. Le journal de 7 heures avait élucidé tout ça. En effet, un séisme avait frappé, son épicentre se localisait à 50 kilomètres de Igil-sur-Orme, exactement au lieu dit Targa Tamaz Urs, sur le mont Igildek Nija, en face de la plaine fertile Tib Urs ou Kaboun. Ma terre, si fragilisée, assez mouvementée et fissurée, avait quand même tenu tête aux secousses telluriques. Elle refusait de fléchir. Par là, elle refusait d'épouser les variations du tremblement de terre. Elle se dressait rugissante et ferme contre les forces néfastes cosmiques. Elle tentait de protéger ses populations. Elle tenait à sauvegarder ses richesses naturelles, ses volcans, ses collines, ses ruisseaux, ses montagnes et ses plaines. Elle restait debout, unie, indivisible, indissociable de ses parties diverses et variées. Ma terre disait non. 59. Ma terre disait non. 59. Camus.
des questions et des réponses encourageantes pour l'union des tourtereaux. L'été à Alger, Albert Camus. Le prof de géographie entamait une nouvelle leçon, l'étude des villes dites musées. Il citait Oran ou cette ville colonisée par les pierres. J'apprenais qu'Amsterdam était une ville fort joyeuse mais sans poésie, tellement des musées avaient été construits à chaque coin de rue. À suivre la leçon de géographie, ces musées, ces galeries d'art pousseraient dans la ville amstellodamoise. Ville amstellodamoise comme des champignons. 60. Saint-Exupéry. Elle criait vers l'éternité de la maison, coiffée avec tout le village par la même prière du soir. Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry. J'avais demandé l'autorisation de quitter le collège après le déjeuner. Je devais consulter le dentiste de la rue Bucolique, derrière le café des Frères à la Galette. Il s'agissait d'un dispensaire public, une maison médicale dotée d'un certain nombre de spécialités, de dentistes, deux infirmières, un médecin généraliste, un psychologue, 5 sages-femmes, un sexologue, un laboratoire d'analyse médicale. Tout était gratuit pour les collégiens et les collégiennes, peu importait le revenu des parents. La patrie généreuse ne montait pas les enfants riches contre les enfants pauvres. J'arrivais à 13h30 dans la salle d'attente. 5 patients attendaient là avant moi. À 14h pile, l'infirmier, l'assistante de Madame Moller ou Fella, la dentiste, nous dit le retard éventuel d'1 heure de la doctoresse. J'avais quitté la maison médicale après avoir demandé une attestation prouvant que j'avais consulté le docteur Muller ou Fella. L'infirmier sympathique alla jusqu'à noter sur cette attestation un horaire tardif de ma consultation. Puis je fis une incursion au café des Dadas, où l'on misait sur les courses de chevaux. C'était un lieu triste. Les ivrognes, les chômeurs et les alcooliques se réunissaient pour jouer leurs maigres économies. Ils tiraient des plans sur la comète. À peine moi sur le seuil de l'entrée, le bistrotier me refusa l'accès. Une odeur de corps sale émanait de l'intérieur, ainsi qu'une aigre senteur de soulerie. 61 Céline. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée de braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline. Un rêve inattendu, bouleversant. J'avais voyagé à bord d'un avion à destination du Brésil. Ce rêve devait avoir un lien avec ma lecture Vol de nuit du romancier voyageur. Le temps d'un songe, j'avais été soulevé dans une masse métallique en train de peser contre l'atmosphère. J'avais eu l'impression que l'avion était remis entre des mains d'un pirate de l'air qui avait menacé le vrai pilote. Et dans mon rêve inconscient, pourtant, il m'avait semblé que le temps de cette dispute entre le pilote et le pirate, l'avion s'était immobilisé dans le ciel en hypnose géostationnaire. J'avais tenté d'ouvrir un hublot à l'aide du marteau de secours et les passagers m'avaient interdit la manœuvre. Je criais tellement fort que ma tante réveillée vint dans ma chambre pour s'enquérir de la situation. 62 Proust. Elle seule pouvait me donner ce bonheur. Albertine disparue. Marcel Proust. En réalité, l'étudiant en journalisme, le futur journaliste, plaisantait, il voulait plutôt s'attirer la sympathie du chanteur international
Quelques semaines plus tard, je l'avais croisé dans une exposition. Son oncle, sculpteur, ancien élève de l'école de Saint-Pétersbourg, exposait ses sculptures. Surtout, il rendait hommage à Lounis, en l'ayant sculpté grandeur nature, une statue en bronze bouleversante. À mon avis, ce fut du bon et beau travail. L'oncle sculpteur avait su restituer le visage du chanteur dans ses moindres expressions. La sculpture avait beau être soumise aux intempéries, le visage du poète Lounis saurait garder son charme. Il s'agissait d'une reproduction réussie. Elle avait su conserver la magie du sculpteur, étant donné que dès le départ, il avait fait le choix de présenter un visage sous forme d'un masque blafard aux yeux rieurs, le tout exécuté avec de l'argile colorée en vert. Il avait refusé, par exemple, de faire ressortir quelques vaisseaux sanguins dans le fond des yeux du sujet sculpté. L'oncle le sculpteur avait craint de voir le sang artificiel, cette argile rouge, se retirer du visage de Lounis et le défigurer, l'assécher, à la fin des orages du printemps, en train de tressaillir au bord de l'été aride. 63. Frossen. Une fleur, un papillon, un sourire de printemps, mots éparpillés. Mag Nat Frossen. À mon retour de collège, j'avais fait une halte sur la place Saint-Abraham. Le chanteur était en train de débattre sur la signification de la littérature et de la poésie et sur l'art menacé par les charlatans, ayant lancé une course au gain, une chasse à l'art pur, l'art pour l'art. Son contradicteur, un jeune étudiant fier de sa queue de cheval et de ses illusions adolescentes, lui avait cloué le bec, pour ainsi dire, par cette courte remarque. « Cher Lounis, tout est politique. La littérature et la poésie ne servent à rien. La philosophie non plus. » Et toute l'assemblée des badauds avait éclaté d'un rire moqueur. Une vraie impasse, une triste honte pour le grand poète. Moi, je n'avais pas ri. J'avais plutôt maudit le jeune étudiant en journalisme. Ainsi donc, les gens pouvaient aduler un artiste, et la seconde d'après, ils pouvaient le moquer. Comment était-ce possible qu'il se permette de rire gratuitement devant le chantre de notre culture locale? Comment pouvait-il tourner les talons si facilement, passer de l'adoration sacrée au plus bas mépris avilissant? 64. Fitzgerald. Des quartiers entiers de la ville étaient devenus plutôt délétères, mais j'arrivais quand même toujours à trouver un moment de paix absolue. Ma ville perdue, Francis Scott Fitzgerald. Au retour de collège, je fis face à 3 chevaux. Ils montaient le second volcan, suivant un rythme régulier, l'un devant l'autre, en file indienne, comme chacun sait cette expression. Lounis était juché sur le premier, vêtu en tenue traditionnelle. La scène était filmée. Un 4e cheval, lui, ne montait pas le second volcan. Ça aurait été très dangereux de l'y engager, car il tirait une carriole. Il allait suivre un chemin de traverse moins raide. Il transportait le matériel de cinéma et certains décors. Le réalisateur m'avait invité à tenir ce cheval.
Je pouvais, et je le voulais. Notre point de ralliement allait être la place Saint-Abraham. Me voilà, comme un cavalier, un chapeau de paysan sur la tête. Je conduisais une carriole chargée de casse-croûte et de matériel cinématographique. J'escaladais la montagne, fier de rejeter vigoureusement les chemins escarpés, les sentiers battus. Ça défilait sans trêve derrière moi. Les passants me saluaient. Une fois sur la place Saint-Abraham, moi juché sur Amil, mon cheval, une foule m'avait acclamé. Bravo, super! Toute l'assistance me désignait le ciel. Un hélicoptère m'avait suivi et filmé tout au long de ma chevauchée épique. Je venais de participer à un documentaire qui rendait hommage à Lounis de son vivant. 65. Borges. À la différence de nos réalistes naïfs, Shakespeare n'ignorait pas que l'art est toujours une fiction. Le livre des préfaces, Georges et Louise Borges. Au cours d'une nouvelle séance de rééducation ou de pur divertissement plutôt, le frère de Fâche s'était plié à sa grande surprise de sympathie avec la madone du jacuzzi. Bien sûr, le kiné supervisait le comportement de son patient. Après 15 minutes, à suivre les conseils de la madone, Massy avait repris sa position privilégiée sur le transat. Le soleil couchant jetait ses derniers ors sur la surface de l'eau. Oui, la piscine était à ciel ouvert, de l'air frais circulait constamment dans les lieux. Son ancien toit avait été enlevé 3 ans plus tôt, à la suite d'une rumeur terrifiante. Un virus à très grande vitesse de propagation circulait. Il fallait aérer la piscine qui avait perdu son toit de verre et qui s'ouvrait sur le ciel. Une telle métamorphose lui enlevait toute impression de confinement. La madone du jacuzzi le clamait vite fait et bien fait. Je respire mieux sans la verrière. Je m'autorise à rêver en regardant les étoiles à 14 heures. Justement, la madone d'un pas léger s'était orientée vers le transat de Massy. Elle l'avait invité dans sa cabine. Là-bas, elle lui avait montré du beurre de karité, de l'huile d'argan, un gel douche sans aluminium, un shampoing avec un pH neutre et une flûte de Pan. Elle lui avait conseillé des massages bouillonnants. Elle s'y connaissait en hydrothérapie. Pas de massage suédois, écossais ou bouillonnant, avait rétorqué le kiné. 66. Werber. Sur l'écran de télévision, on voit maintenant des humains qui parlent avec des intonations très dures. Demain, les chats. Bernard Werber. Au cours de géographie, le prof abordait l'exode rural. Selon M. Haddick le prof, la fuite de la campagne s'était accompagnée d'une urbanisation démesurée, coûteuse au pouvoir public. D'un autre côté, un certain confort avait été offert aux classes populaires. En effet, un appartement doté de toutes les commodités avait été attribué à chaque membre de la famille. Adieu à chaque famille. Adieu l'époque où plusieurs frères. Une chambre dotée de toutes les commodités avait été attribuée à chaque membre de la famille. Adieu l'époque où plusieurs frères et sœurs occupaient la même chambre exiguë. Le couple moderne
accédait à plus d'intimité et de liberté. Il se vantait en public d'avoir son propre chez-soi, dans lequel il pouvait inviter qui il voulait, famille, proches, amis, collègues et mendiants de passage. J'avais aussitôt posé une question. Mais la famille actuelle n'est-elle pas en train de se disloquer au profit de l'individu? Troisième partie. Un paysage lunaire. 67. Gombrowicz. Un chien apparut, un chien est passé, immaculé distingué avec son élégance de chien. Journal tome 1, Witold Gombrowicz. Ce matin, le temps, quoique loin d'être clément, n'était pas au-delà du supportable. J'avais l'habitude, je m'étais toujours convenablement vêtu, chaussé,